Nous allons commencer donc cette nouvelle rencontre du cycle de conférences des archives municipales avec l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. On est très très content de ce partenariat, toujours très très content de vous voir aussi de plus en plus nombreux. Et ce soir, donc, nous accueillons Mathieu Grenet pour venir nous parler de la Méditerranée, des Méditerranées. On va discuter justement de ce pluriel. Ça sera une des premières questions. Magnifique ouvrage qu'il a coécrit avec Guillaume Calafa, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais qui vous salue. Et avant de commencer la rencontre, on voudrait, Mathieu et moi, Mathieu dira aussi quelques mots après, avoir une grosse pensée pour Yves Krummenacher, qui est décédé la semaine dernière, qui était un très grand historien du protestantisme, un enseignant très aimé et respecté à Lyon. Les étudiants qui l'ont eu aimaient beaucoup sa chaleur, sa clarté, sa capacité à embrasser des choses extrêmement complexes, à les rendre audibles, y compris à des étudiants de premier cycle. Sa capacité à les accompagner aussi sur leurs travaux de recherche, sur leurs premiers travaux de recherche ou sur des thèses. Et c'était aussi quelqu'un qui aimait beaucoup venir au contact de différents publics, faire des conférences dans des lieux comme ces archives, comme les archives départementales. On pense très très fort à lui. Il y a pas mal d'émotions, en tout cas de ma part. Il nous manquera beaucoup. Voilà. Je vais passer la parole à Mathieu. Si tu veux prendre... Déjà, merci à toutes et tous qui avaient fait le déplacement jusqu'ici. Merci à la PHG, aux archives municipales de leur invitation. Ce micro fonctionne ? Non ? Ah, peut-être. Hop, on va se pencher. Je vais me mettre... Ça va être une causerie, du coup. Je vais me mettre sur un coude. Oui, très bien. Merci beaucoup. Donc oui, merci aux archives municipales de permettre ces rencontres, qui sont des rencontres auxquelles on tient beaucoup, autant Guillaume que moi, puisqu'on a écrit ce livre à l'intention d'un public plus large. Et je m'associe au message que vient de faire passer Fabien sur la disparition d'Yves Krummenacher, qui, du reste, n'a pas été mon maître, mais qui a vraiment été une figure très importante dans l'historiographie du protestantisme et qui incarne ces intellectuels généreux dans la mesure où c'est quelqu'un qui a une trajectoire polymorphe, qui n'a cessé de se recomposer au gré des rencontres. Et à titre personnel, la dernière fois que je l'ai vu, on en parlait avec Fabien avant cette rencontre, c'était il y a 4 ou 5 mois, dans un séminaire où il venait parler de migration et de mobilité des protestants en Méditerranée sur l'arc alpin. Donc c'est vraiment quelqu'un avec lequel on a beaucoup échangé, pas uniquement autour de cet ouvrage, mais de manière plus générale, et qui était capable de s'adapter à des thématiques émergentes, de s'adapter à des travaux dont il voyait poindre peut-être l'intérêt, et qui était toujours volontaire pour engager ce dialogue-là. Et je partage pleinement l'émotion de Fabien à l'évocation de son souvenir, du reste. Merci. Alors, Mathieu Grenet, merci d'être venu. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse. Vous allez soutenir très bientôt votre habilitation à diriger des recherches à Nice. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Le 23. C'est bravo en tout cas pour cette poursuite des travaux, donc avec un inédit qui sera probablement un nouveau livre qu'on aura grand plaisir à lire et dont vous reviendrez nous parler dans ce cycle, je n'en doute pas. Et nous allons donc nous lancer dans l'évocation de ce livre. Et je précise tout de suite, Mathieu a eu raison de dire que c'est un livre qui a été écrit pour un public large. C'est un livre qui embrasse des idées, des notions et une historiographie qui sont assez complexes, qui sont diverses, mais ils arrivent à rendre cela extrêmement clair et lisible extrêmement facilement. Il ne faut pas être historien moderniste chevronné pour pouvoir lire ce livre, se plonger dedans et effectivement en embrasser la subtilité et en retirer les idées fortes. Alors, tout simplement, ma première question, elle est simple. Comment est né, entre vous et Guillaume Calafa, le projet de ce livre autour de
de ce monde méditerranéen. Et vous avez une belle formule dans l'introduction. Vous parlez de cet objet à la fois canonique et insaisissable, classique et encombrant, qu'est le monde méditerranéen. Alors, merci bien pour cette question. En même temps, je vous montre le sommaire, comme ça pourra permettre peut-être de commencer à faire poindre des questions, puisque le but du jeu, c'est aussi de discuter avec Fabien, mais également avec vous toutes et tous. Et c'est notamment une bonne idée, parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous les chapitres en 1h10. Oui, et puis voilà, c'est aussi une manière de jouer carte sur table et que vous voyez un petit peu qu'effectivement, c'est aussi un sommaire qui ne jargonne pas. Le but du jeu, c'est de cerner certaines thématiques, quitte à en laisser d'autres de côté, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense qu'il y a 3 enjeux à l'origine de ce livre. Il y a un enjeu qui est un enjeu, on va dire, opportuniste, qui est lié à la tradition française des concours de l'enseignement. Et donc le fait qu'à la question de l'agrégation externe d'histoire moderne, il y a 3 ans, soit tombé un intitulé un petit peu improbable et qui a fait des remous au moment où il a été annoncé, Communauté et mobilité en Méditerranée, 1492-1750. Ce qui a fourni l'occasion pour nous, j'allais dire trivialement, éditorialement, de nous proposer avec Guillaume pour porter à bien un projet qu'on maturait depuis plusieurs années, qui était un travail de synthèse. Et donc on voulait proposer un travail, une synthèse. On avait même l'idée de cet éditeur, qui n'est pas un éditeur connu pour faire des manuels, donc on ne voulait pas faire un manuel de concours, on voulait saisir la balle au bon pour faire une synthèse sur un sujet qu'on travaille depuis 20 ans, lui et moi, et dont il nous semblait qu'il manquait encore un petit peu d'une perspective générale. Le deuxième enjeu, c'est qu'il ne s'agissait pas d'entrée de jeu, c'est l'enjeu scientifique, de faire une histoire de la Méditerranée au sens où l'ombre tutélaire de Fernand Braudel, par exemple, pourrait planer sur ce type de projet, mais bien une histoire des mobilités en Méditerranée, ce qui signifiait de faire des choix. Et donc on a laissé de côté un certain nombre de champs historiographiques auxquels on est très sensible, par exemple l'histoire maritime, l'histoire des bateaux, qui sont une forme de mobilité, mais sur lesquels on ne pouvait pas écrire des pages et des pages, tout simplement parce qu'on était beaucoup plus axé autour du diptyque mobilité communauté. Et puis le troisième enjeu, c'était de faire un livre de poche. Et ça, on y tient beaucoup à ce format. Ça veut dire aussi là faire des choix, puisque l'éditeur nous a très vite dit écoutez, si vous avez une bibliographie qui fait 60 pages, si vous avez des tableaux, si vous faites du commentaire de tableau, si vous avez des annexes à rallonge, etc., il va falloir faire un site. Et donc on a écrit un livre dont une partie des annexes sont disponibles sur un site internet, dont l'adresse est dans le livre. Donc en fait, on joue sur les 2 supports, si vous voulez. Mais on voulait faire un livre de poche parce qu'on voulait aussi faire un livre accessible au sens financier, évidemment. Hein. C'est un livre qu'on doit trouver chez un libraire pour pas trop cher, même si le prix du papier, c'est un autre débat, a considérablement infléchi ce type d'énoncé. Et c'est aussi un livre dont on voulait qu'il s'adresse à un public large, qui ne soit pas uniquement celui des préparationnaires des concours de l'enseignement. Donc voilà, c'est ces 3 motifs-là qui nous ont poussés à produire ce livre en l'espace d'1 an. Donc on a suspendu nos activités respectives. Tu parlais de l'HDR tout à l'heure, que j'ai suspendu pendant 1 an, pour écrire cet ouvrage avec en tête ce projet éditorial. Alors, on voit bien les mobilités apparaître dans le sous-titre, mais le titre principal, c'est Méditerranée avec un S. On a l'habitude en ce moment, c'est un petit peu une mode, de voir apparaître des énoncés de thèmes ou de sujets qu'on a l'habitude de penser au singulier, qu'on voit apparaître avec le pluriel et souvent le S entre parenthèses en ce moment. Là, le S n'est même pas entre parenthèses, donc c'est une ambition clairement affichée de soutenir cette idée de Méditerranée au pluriel. Tout à fait. Tout à fait. Là, il y a vraiment un choix qui est celui qui nous a porté et qui nous porte dans nos recherches personnelles depuis plusieurs années maintenant. Qui était de proposer une synthèse qui ne soit pas une synthèse homogénéisante, qui est un peu le reproche du reste qu'on pourrait faire à Braudel si on commençait à rentrer dans ce genre de débat. C'est-à-dire de faire une synthèse qui respecte les différentes Méditerranées qui ont été construites par différentes historiographies nationales. J'entends par là que si vous écrivez la Méditerranée depuis l'Empire ottoman, ou depuis l'Italie, ou depuis l'Espagne, ou depuis le Maghreb, sous tutelle ottomane, mais avec une
forme d'autonomie, ou depuis les Balkans, ou depuis la mer Noire, vous allez obtenir différentes Méditerranées comme résultat du point d'observation, mais aussi comme résultat des traditions scientifiques dans lesquelles vous vous inscrivez. Et c'est précisément cela qu'avec Guillaume, on a essayé de faire. Alors, en essayant de dialoguer avec des historiographies avec lesquelles on a plus ou moins d'atomes crochus. On est tous les deux italianistes, on est tous les deux hellénistes, on est tous les deux hispanistes. Avec l'historiographie ottomaniste, on a travaillé avec des collègues turcs qui travaillent en langue anglaise, avec même chose avec l'historiographie maghrébine. On a travaillé avec des collègues serbes également qui publient en italien, etc., etc. Mais ce qu'on voulait faire, au-delà des difficultés logistiques d'organisation d'un travail comme ça, c'était vraiment de rendre sens de la diversité des Méditerranées, telles qu'elles s'écrivent. Et puis le deuxième, l'effet miroir de cette ambition, c'était finalement de se demander, de se poser une question toute bête. C'est, quand vous vous positionnez au XVIe, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, qui parle de la Méditerranée? En réalité, très peu de monde. En réalité, la Méditerranée, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, c'est un horizon pour quelques scribes de chancellerie qui ont des grands rêves de conquête, de reconstitution, de reconstruction, si vous voulez, du projet romain de conquête de l'ensemble des littoraux de la Méditerranée, etc. Mais en réalité, très très peu de monde parle ou se projette dans la Méditerranée. La raison pour laquelle on a essayé de pluraliser les Méditerranées, c'est tout simplement parce que ce qu'on se rend compte quand on s'intéresse à la vie des pêcheurs, à la vie des expulsés juifs d'Espagne, à la vie des marchands arabes qui fréquentent les ports italiens, etc., etc., c'est que ces gens-là, en réalité, ils connaissent une petite portion de la Méditerranée. Ils connaissent le bras de mer qu'ils traversent, ils connaissent l'archipel dans lequel ils vivent, ils connaissent les quelques îles dans lesquelles ils font du cabotage. Mais il est très rare qu'on trouve dans nos sources, et c'est vraiment une question du miroir de notre documentation, des discours sur la Méditerranée. Et quand on trouve des discours sur la Méditerranée, ce sont souvent soit des discours politiques de projection impériale, qui du reste n'ont pas vraiment grand intérêt parce qu'ils ne font que répliquer une matrice qui est celle de l'héritage romain, comme je le disais tout à l'heure, soit quelque chose de complètement mythifié. Et donc, par exemple, on va voir une littérature juive de l'exil, après 1492, après les grandes expulsions, qui va parler de la Méditerranée comme espace de projection de la diaspora juive en exil, mais qui oublie complètement qu'en fait, la diaspora juive, elle s'est projetée en Méditerranée, mais elle s'est aussi projetée à Londres, à Amsterdam, à Hambourg, en Europe du Nord, tout sur le pourtour de la Baltique, etc., etc. Et donc, ça, c'était des raisons pour pluraliser les Méditerranées, pour faire en sorte qu'on adopte plusieurs points d'observation. On ne raconte pas l'histoire de la Méditerranée depuis Marseille ou depuis Venise, comme c'est souvent le cas, mais on choisit plein de points d'observation tout autour de la Méditerranée, Alexandrie, Smyrne, Livourne, etc., etc. Et on raconte des histoires différentes de ces Méditerranées en fonction des observatoires qu'on a retenus. Voilà, cette pluralité, elle vient de là. D'accord. Et ça a notre enjeu, parce que là, en tenant très bien ces différentes histoires, ces différents points de vue, comme vous le faites dans le livre, c'est aussi un positionnement différent dans ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire. Et vous n'êtes évidemment pas les premiers à travailler sur ces questions-là, mais l'historiographie et les premières pages du livre sont sur ces questions-là. Et là, c'est un vrai travail de simplification et de mise à la disposition de cette histoire de l'histoire de la Méditerranée à la disposition de tous. Écrire un livre sur la Méditerranée, ça peut être aussi tomber dans un piège ou un autre. Oui, alors, donc, j'ai prévu des diapositives, donc je vais essayer de vous les montrer pour soutenir un petit peu le propos, mais effectivement, ce qui prévaut dans les représentations de la Méditerranée, c'est souvent une alternative entre, d'un côté, une logique d'opposition frontale. C'est le choc des civilisations de Huntington, si vous voulez. C'est les discours sur la croix et le croissant, sur l'Orient et l'Occident, la rive nord et la rive sud. On peut remplir ad libitum ce genre de formule. Et puis, d'un autre côté, un espèce de discours irénique sur la convivence, sur le fait que tout le monde coexiste, sur le fait que les gens s'aiment bien en Méditerranée, parce que finalement, ils partageraient un petit peu des choses communes. Alors, ça peut être des valeurs, par exemple. Les sociétés méditerranéennes seraient des sociétés de l'honneur. On a toute une anthropologie comme ça qui essaie de nous montrer que, voilà, finalement, constituées au Maghreb ou en Italie ou en Espagne ou dans les Balkans, bien, finalement, ce sont les mêmes valeurs, patriarcat, l'honneur, les crimes de sang, etc., qui fonderaient un terreau méditerranéen. Et ce qu'on essaye de faire avec Guillaume, c'est tout simplement de reprendre cette enquête en montrant que ni l'une ni l'autre voie ne permet de proposer une analyse
pertinente de la Méditerranée. C'est-à-dire ni l'idée d'un socle commun qui serait un socle commun à tous les peuples qui vivraient en harmonie, ni, et surtout pas, j'allais dire, l'idée d'une opposition frontale avec des luttes de civilisation, avec des conflits qui seraient motivés par des haines religieuses ou ethniques, ce que vous voulez, ne permet de rendre compte de ce qu'est la réalité de la Méditerranée que nous, on voit à l'œuvre à travers nos sources. Parce que, et c'est peut-être une motivation que j'aurais dû évoquer en premier lieu, ce livre, c'est aussi un livre de la maturité. On arrive un petit peu au milieu du chemin de nos vies, comme dirait Dante, et on se retrouve non pas dans une forêt obscure, mais on se retrouve avec 20 ans de travail sur la Méditerranée, une connaissance à peu près raisonnable de l'historiographie, et une envie de nous positionner aussi vis-à-vis de certains débats. Et donc, on a aussi volontiers embrassé des débats historiographiques avec une ardeur qui est peut-être... qui est peut-être proportionnelle au fait que ça fait longtemps qu'on évolue dans ce monde-là. On voit des inflexions de discours sur la Méditerranée. On voit aussi très clairement, et ça je pense qu'il ne faut pas se voiler la face là-dessus, ce que la Méditerranée est devenue dans le discours contemporain, et notamment dans des discours politiques. Et donc on voit à quel point il y a encore une nécessité de faire une pédagogie de la Méditerranée, d'expliquer pourquoi le choc des civilisations n'existe pas, d'expliquer pourquoi la convivence est un modèle intéressant, mais un modèle assez imparfait quand on le met à l'épreuve des sources, etc. etc. Donc voilà, il y a tout ça à la fois dans cette réfutation des modèles et dans cette construction d'une troisième voie, d'une voie médiane, qui essaye justement de se situer à équidistance de ces deux pôles. La question des migrations, évidemment, est aussi un sujet extrêmement sensible en Méditerranée. À l'heure actuelle, on y reviendra. Alors, si vous voulez bien remettre le plan de l'ouvrage, puisque oui, vous l'avez aimablement fourni, on va commencer à rentrer dans le livre avec ce premier chapitre, Une Méditerranée plurielle, où vous commencez tout de suite à aborder ces questions sensibles des oppositions religieuses, et vous montrez bien justement, et là je vous cite, que la mise en exergue de cette opposition religieuse par les contemporains de la Méditerranée moderne révèle la mobilisation stratégique de la rhétorique de l'antagonisme religieux. Donc on est bien là dans une instrumentalisation politique du religieux. Ah oui, complètement. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui est, pour le coup, caractérise la Méditerranée, l'espace méditerranéen sur le temps long, et les sociétés bordières de la Méditerranée sur le temps long. C'est cette idée d'une diversité confessionnelle très nette, à l'intérieur même des grandes masses religieuses, c'est-à-dire le christianisme à partir du XVIe siècle. Il n'y a pas une Europe chrétienne, c'est quand même difficile. Elle est très profondément travaillée par le protestantisme, par les liens compliqués qu'elle entretient avec l'orthodoxie, le christianisme orthodoxe. De la même manière, il est difficile de parler d'un monde d'islam à l'époque moderne, tant le sunnisme et le chiisme sont antagonistes, mais tant à l'intérieur même du sunnisme, on a des dissidences, etc., etc. Donc, on a travaillé cette question de la géographie religieuse de la Méditerranée, et on s'est posé une question toute simple, c'est à qui sert le discours de l'antagonisme religieux ? Et là, on se rend compte que ce discours de l'antagonisme religieux, il est mis aussi bien au profit de projets de croisade, puisqu'on a des projets de croisade qui continuent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qu'au profit de discours qui sont beaucoup plus domestiques, à usage interne, à usage de politique interne, j'allais dire, qui sont ceux du sultan qui se proclame calife, donc commandeur des croyants, qui sont ceux du pape qui, depuis Rome, essaye de tirer son épingle du jeu. Il y arrive avec une fortune assez irrégulière au XVIe et au XVIIe siècle, qui sont ceux de tout un tas d'acteurs qui ont intérêt à miser stratégiquement sur cette question de l'antagonisme religieux. Donc notre idée, c'était de dire, oui, effectivement, le religieux pèse en Méditerranée, évidemment, il pèse partout. Mais c'était aussi de dire, il pèse de manière différentielle en fonction de qui en parle. Et très nettement, on voit que le religieux reste un outil politique extrêmement important. De la même manière, on voit à l'intérieur de certains groupes confessionnels des tentatives de dissidence, par exemple le sabbatéisme, les formes de messianisme juif de la deuxième moitié du XVIIe siècle, qui créent des conflits à l'intérieur même des communautés, à l'intérieur même des diasporas, et qui ont des effets concrets sur les relations de pouvoir, par exemple, au sein de la diaspora juive.
Donc on va avoir... Ça peut peut-être valoir le coup d'expliquer l'origine du sabbatéisme. Le sabbatéisme, c'est un mouvement étonnant et un petit peu rigolo, si vous voulez. C'est un messie autoproclamé dans les années 1660, Sabbatai Tsevi, qui alors a une vision, etc., prend conscience de son rôle de messie et va sillonner toute la diaspora juive pour proclamer, annoncer la fin des temps, dire qu'il est le dernier messie. Finalement, rien de nouveau sous le soleil. Il y en a eu des dizaines avant lui, il y en aura des dizaines après lui, sauf que lui, ça marche. Sauf que lui, pendant 20 ans, il a un succès phénoménal dans beaucoup de communautés juives de la diaspora. Parce que son message correspond à des attentes particulières, parce qu'il vient remplir un petit peu un vide en termes de discours politique au sein de la diaspora juive. Tout cela a été analysé par ailleurs. Mais pendant 10, 20 ans, il va faire une carrière absolument fulgurante au point d'être perçu comme une menace par le sultan ottoman, qui finit par lui proposer gentiment ou la conversion à l'islam ou la décapitation. C'est évidemment les alternatives. Alors ça, c'est aussi toute une littérature qui présente les choses comme ça. C'est assez intéressant. Et Sabbatai Tsevi n'étant pas un sot, il choisit de se convertir à l'islam. Et il est suivi en cela par une partie de ses adeptes qui vont devenir une secte juive de confession musulmane. Et donc tout ça, si vous voulez, crée une forme de complexité qui vient rebattre les cartes d'une opposition frontale entre un monde d'islam, un monde de chrétienté, entre les protestants d'un côté et les catholiques de l'autre, où en fait on se rend compte qu'il y a sans arrêt des circulations, que ces identités religieuses-là, elles sont extrêmement poreuses et elles sont toujours en interaction les unes avec les autres. Donc c'est ce que vous montrez bien dans le livre, on peut peut-être en parler d'autres minutes, vous montrez que finalement, ces rhétoriques qui visent à créer des identités, à créer de l'identité dans une communauté, dans un État, créent aussi une forme de grammaire commune qui va dépasser ces frontières dans les populations. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Ça crée une grammaire commune qui va permettre à ces discours de ne pas rester des discours d'élite et d'infuser l'organisation des différentes sociétés. Et donc, on voit comment est-ce que le positionnement des actes, ce qu'on appelle les acteurs, les gens les uns vis-à-vis des autres, va évoluer sur la période. Et on voit naître, par exemple, un embryon de tolérance. Alors après, toute la question, c'est est-ce que la Méditerranée est un berceau de tolérance ? On voit naître des formes de ce qu'on appelle de nicodémisme, c'est-à-dire de détachement par rapport aux fêtes religieuses, où donc on voit certains acteurs qui disent qu'ils n'ont pas à rendre compte de qui ils prient. L'important, c'est qu'ils aient la foi. Donc on voit des formes extrêmement modernes, si vous voulez, de positionnement vis-à-vis du religieux. On voit des conversions en nombre, alors des conversions forcées, certes, certaines, mais aussi des conversions libres, qui s'articulent d'un discours sur l'identité religieuse, qui est un discours qui nous semble souvent très moderne, c'est-à-dire un discours sur l'individu, un discours sur le choix volontaire, un discours sur l'agentivité, comme on dirait en termes contemporains, etc., etc. Et donc, on voit comment est-ce que, finalement, cette grammaire commune, elle percole l'ensemble des relations sociales à l'intérieur d'espaces qui sont souvent très petits. Il faut s'imaginer, et c'est un des grands héritages de l'histoire urbaine, que les villes du pourtour méditerranéen, à part quelques mastodontes, type Naples, Venise, Constantinople, sont souvent de l'ordre des quelques dizaines de milliers d'habitants. Et donc on voit aussi une très grande promiscuité physique, et je renvoie ici à cette belle citation de Python de Tournefort, physique, entre des confessions diverses, à l'intérieur d'espaces qui sont souvent des espaces très limités. Et donc on voit comment est-ce qu'une ville comme Izmir, enfin Smyrne à l'époque, qui compte quelques dizaines de milliers d'habitants, possède plusieurs églises, plusieurs synagogues, plusieurs temples, plusieurs mosquées. Et donc comment est-ce que cette question de la coexistence religieuse, elle se trouve aussi jouée au quotidien dans des espaces qui sont des espaces extrêmement restreints dans lesquels l'interconnaissance prime. Et donc, les gens se voient mutuellement aller à l'église, aller au temple, aller, etc. Et donc, ces questions religieuses, elles ne relèvent pas uniquement, comme notre modernité nous l'a appris, du fort intérieur, ce sont aussi des identités sociales, au sens plein du terme. Alors, on va poursuivre sur cette question-là, qui est vraiment passionnante.
et qui permet d'articuler plusieurs échelles, parce que d'un côté, on a cette citation, mais la période moderne que vous étudiez dans le livre, 1492-1750, et notamment la première partie de cette période, c'est aussi, si on part sur une autre échelle, la période de renforcement de ce qu'on appelle la confessionnalisation. Ouais. Vous avez très bien dit tout à l'heure qu'on n'est pas sur des religions qui sont des blocs monolithiques, et vous avez commencé à évoquer les différents courants, mais on a quand même un renforcement, une cristallisation des idées religieuses à travers une notion que là aussi vous rendez accessible assez facilement dans le livre, qui est la notion de confessionnalisation. Et comment on articule ces deux choses, cette tendance de fond, qui est celle de la confessionnalisation, et en même temps, de l'autre côté, ce que vous décrivez dans les interconnaissances. Ah, mais ça c'est un des grands défis actuels de tout un courant historiographique. Et donc, du coup, j'aurais pas une réponse, mais une tentative de réponse consiste à dire qu'il faut quand même aller regarder au niveau micro comment est-ce que les choses s'organisent. Parce qu'on a un choc, si vous voulez, entre d'un côté un discours de l'altérité religieuse qui va, à un moment, infuser la manière dont les gens pensent leur propre identité religieuse. Et ça, c'est la confessionnalisation. C'est l'idée selon laquelle la frontière entre catholiques et protestants va devenir de plus en plus rigide. La frontière entre sunnites et chiites va devenir de plus en plus nette, avec tout un enjeu qui est celui d'une meilleure définition des outils théologiques, mais également avec un enjeu disciplinaire, c'est-à-dire on va de plus en plus interdire aux pratiquants d'une religion d'épouser les pratiquants d'une autre. On va tout faire pour durcir cette frontière, pour proclamer une orthodoxie, au sens de orthodoxie, la vraie loi, la vraie norme. Et donc on observe d'un côté un vrai durcissement de ces identités religieuses. Et de l'autre côté, on observe une forme de fluidité des pratiques. Je vous ai mis ici un plan qui est un plan auquel je suis assez attaché, parce que c'est vraiment un dessin dans le ghetto Nuovissimo de Venise, donc la deuxième extension du ghetto vénitien, où vous voyez que celui qui relève les habitants dit la maison de gauche ce sont des chrétiens, la maison de droite ce sont des chrétiens, au rez-de-chaussée de la maison du milieu ce sont des chrétiens, par contre dans les étages ce sont des juifs. Donc cette coexistence, elle est rendue possible dans la pratique par tout un tas d'accommodements, par tout un tas d'arrangements. On pourrait penser que jamais des chrétiens ne résideraient dans le ghetto. En réalité, si. Dans le ghetto Novissimo de Venise, si. Et ces arrangements sont des arrangements qui se font... au ras du sol, la formule vaut ce qu'elle vaut, mais qui se font de manière extrêmement pragmatique. Et ce qui nous a beaucoup intéressé avec Guillaume Calafa, c'est la mise en tension entre, d'un côté, des registres très normatifs sur l'identité religieuse. Si tu es chiite, alors tu dois accomplir ces rites, croire en ces prophètes, etc., etc. Et ça, on voit très nettement un durcissement de ces identités. Et puis, de l'autre côté, le fait que, on tolère de manière quotidienne tout un tas, justement, de situations qui, du point de vue des autorités normatives, paraîtraient complètement impensables. On tolère, par exemple, dans la plupart des ports italiens, la présence d'une minorité protestante. Pourquoi ? Parce que ce sont des Anglais ou des Néerlandais qui viennent vendre leurs affaires. On a besoin d'eux, ou même des Suédois au XVIIIe siècle. On a besoin d'eux, donc ma foi, arrangeons-nous pour fermer un œil. Et donc, on voit comment est-ce que s'articulent ces deux registres-là de manière permanente. Et non seulement ils s'articulent, mais ils s'entre-nourrissent l'un l'autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on voit progressivement, au XVIIIe siècle, des théoriciens du droit religieux qui avancent des théories selon lesquelles, en cas de nécessité, il va falloir penser à des exceptions parce que, ma foi, le commerce prévaut. Ça va donner la paix perpétuelle de Kant, par exemple, cette idée que le doux commerce est le meilleur garant de l'harmonie entre les peuples. Et donc, on voit comment est-ce que ces registres s'influencent l'un l'autre continuellement. Ce qui m'emmène à une question toute bête, mais à cette échelle, au ras du sol, effectivement, pour reprendre une formule à la mode, est-ce que les individus ont conscience de faire de la coexistence ? C'est un terme qui est peu employé à l'époque. C'est l'éternelle question. Non, justement, c'est que quand on est au niveau micro, il est très très rare qu'on ait des déclarations d'individus qui disent « je suis en train de franchir une frontière religieuse ». Ils disent « je m'arrange avec mon voisin ». Par contre, en cas de conflit,
Par contre, quand sont mobilisés des droits différents, par contre, quand il faut faire valoir ses prétentions sur un bout de terrain, un paillasson, un champ, ce que vous voulez, alors là, oui, on a recours une fois encore, on mobilise une fois encore ce bon vieux discours de l'altérité religieuse. Et donc, c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est souvent en fait une question pragmatique de manipulation par les acteurs, de registres discursifs différents, comme s'ils avaient différentes ressources à leur disposition et que, en fonction des situations, ils aillent puiser ou piocher dans tel ou tel. C'est intéressant. On voit effectivement une appréhension du réel qui est beaucoup moins dogmatique que ce qu'on pouvait penser. Ouais. Effectivement. Alors, si on continue dans l'ouvrage, ces cadres pratiques, théoriques, cette confessionnalisation, le renforcement de l'État, il y a une question d'agrégation interne actuellement sur la construction de l'État moderne après l'externe. Ces questions rencontrent forcément celles des circulations, des mobilités. Oui. Et vous abordez dès le chapitre 2 ces questions des mobilités à travers celles auxquelles on pense beaucoup à l'époque et maintenant. C'est la question des mobilités contraintes subies. Et vous abordez tout de suite des processus qui sont quasiment similaires quand on vous lit. Les processus d'expulsion des populations juives dans certains États méditerranéens et les procédures d'expulsion des morisques, on passe par des étapes qui sont similaires finalement. Et là, on a une forme de commun aussi qui se met en place de manière négative, malheureusement. Oui, tout à fait. Alors, il y a une capitalisation de l'expérience sur le temps long, et ça, c'est malheureux à dire, mais il y a des gens qui deviennent des spécialistes de l'expulsion. Ça, c'est une évidence, et notamment des juristes des juristes espagnols. Il y a un magnifique travail d'Isabelle Poutrin là-dessus, des juristes espagnols qui vont théoriser l'expulsion des morisques pour faire en sorte que ça se passe mieux que quand on a expulsé les Juifs un siècle avant. Donc, ces expulsions, ce qui est intéressant, c'est que... Peut-être vous pouvez redonner les dates de ces périodes d'expulsion. Ce qui est intéressant, c'est que ces expulsions, elles se passent sur le temps long et elles sont massives. C'est-à-dire qu'on parle souvent de l'expulsion des Juifs d'Espagne. En réalité, ce sont des chaînes d'expulsion. Ils sont expulsés des différents royaumes espagnols et ils sont expulsés aussi des possessions non ibériques de la monarchie espagnole. Par exemple... le royaume de Naples. Donc, ces expulsions, dans le cas des Juifs, elles vont s'étendre de 1492, qui est la date que tout le monde a retenue, parce que c'est aussi Christophe Colomb, et voilà, jusqu'au milieu du XVIe siècle. Donc, jusque dans les années 1540. Et on voit comment est-ce que ces expulsions, elles vont mener des communautés entières à migrer d'abord d'Espagne au Portugal, puis du Portugal en Provence, puis de Provence dans le royaume de Naples, puis du royaume de Naples au Maghreb, puis du Maghreb dans l'Empire ottoman, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a véritablement des chaînes d'expulsion qui sont mises à l'œuvre. Dans le cas juif, c'est particulièrement net dans la mesure où on va avoir des expulsions, du coup, suivies de réexpulsions. Puisque quand on rentre dans le XVIe siècle, on a toute la politique de ghetto qui se met en place, à Rome, mais également... à Venise et en réalité dans toute l'Italie, dans la majeure partie de l'Italie du Nord. Et ces expulsions, elles vont donner lieu à d'autres expulsions, tout simplement parce que les communautés qui arrivent s'installent pour une dizaine ou une quinzaine d'années avant d'être réexpulsées ailleurs. Et donc on voit se mettre en place des dynamiques comme celles-ci qui sont représentées dans cette carte, où on voit ces logiques de chaîne. Donc d'abord les mouvements en blanc, puis les mouvements en grisé, et se surajoutent là-dessus les mouvements en noir qui, eux, sont les expulsions qui viennent depuis l'Europe centrale. Donc, tendanciellement, plutôt la diaspora qu'on va appeler ashkénaze. Les morisques, eux, sont expulsés également, alors un siècle plus tard, on est entre 1609 et 1614, au gré de plusieurs mouvements successifs. Pourquoi ça prend 5 ans? Mais tout simplement puisque les différents royaumes d'Espagne, qui pourtant sont unifiés sous l'égide d'un même roi, continuent en matière d'expulsion de garder leur autonomie. Et donc, tel royaume va décider d'expulser plutôt que tel autre. Et donc, on voit en réalité que ces dynamiques-là, elles s'étalent sur le temps long. Et pourquoi je disais qu'on a des spécialistes des expulsions? Tout simplement parce qu'au moment où l'Espagne, les royaumes d'Espagne expulsent les morisques, on a des juristes qui viennent en disant « mais le royaume, les morisques,
ce sont des sujets du roi d'Espagne. Est-ce que le roi d'Espagne a véritablement le droit d'expulser ses propres sujets? Ça pose un problème à certains juristes, à certains théologiens. Est-ce que le roi peut véritablement faire sortir ces sujets de son royaume? Et donc on va inventer toute une fiction juridique sur laquelle on revient à la suite de travaux de spécialistes. On ne fait qu'une fois de plus que synthétiser des travaux déjà publiés sur cet aspect-là au moins. On va inventer, si vous voulez, une réponse juridique qui consiste à dire qu'on va forcer les Morisques à payer leur voyage. Comme ça, c'est comme s'ils étaient partis de leur plein gré. Et donc on voit des populations expulsées dans des proportions massives. Les Juifs, c'est plus de 200 000 Juifs expulsés d'Espagne. Les Maurices, c'est 300 000 Morisques expulsés d'Espagne. Donc on voit 300 000 personnes forcées de payer leur ticket au batelier ou au petit patron de pêche qui va être chargé de les emmener au Maghreb, en Provence, sur des côtes un petit peu plus hospitalières, pour inventer une fiction juridique selon laquelle le roi n'a jamais expulsé ces Morisques. Comme disait Berlusconi, ce sont eux qui sont partis en vacances. Donc on voit comment est-ce que se met en place tout un discours de spécialisation autour, justement, de ces mobilités dures, de ces mobilités contraintes. Comme du reste se met en place un discours et des pratiques de spécialisation autour de l'autre grande forme de mobilité contrainte que sont les formes d'esclavage et de captivité. Avec, là encore, l'intervention de gens qui sont de plus en plus des spécialistes de ces questions-là. Alors, on voit quand même dans votre livre que tout le monde ne part pas tout de suite. Il y en a qui se convertissent. Mmh. Mais là aussi, de la même manière, pour les convertis juifs comme pour les convertis mauresques, ce qui va être à l'œuvre très rapidement et qui va pousser à de nouvelles mobilités, c'est la suspicion. Oui, tout à fait. Et là, on retrouve aussi des processus contemporains. Tout à fait, oui. Et puis c'est peut-être un des échos les plus directement terribles, en réalité, de cette histoire-là. C'est que c'est l'idée selon laquelle le renforcement des identités religieuses dont je parlais tout à l'heure, confessionnalisation, mais aussi la chasse à l'hérétique, pour le dire trivialement, va créer une suspicion sur ceux-là même qui ont tout fait pour y échapper. C'est-à-dire que les Morisques, ce sont quand même des gens qui d'ascendance musulmane dans le royaume d'Espagne, qui se sont convertis au catholicisme et qu'on continue de soupçonner de pratiquer en secret les rites musulmans. Même chose pour les maranes avec le judaïsme. Et donc on voit comment est-ce que la brutalité des expulsions alimente une espèce, ce qu'on pourrait appeler trivialement une forme de paranoïa vis-à-vis d'individus qui sont mis en demeure de prouver une loyauté qu'il est matériellement impossible de prouver. Puisque, à part fréquenter l'église le jour du culte, ils ne peuvent pas faire la preuve positive de leur nouvelle obédience religieuse. Par contre, ils peuvent toujours être soupçonnés d'avoir conservé l'ancienneté de leur rite et donc de continuer à judaïser en secret, par exemple, dans le cas des maranes. Et donc, on voit un régime de suspicion absolument terrible à l'encontre de ces populations. De la même manière qu'on voit, et ça, c'est peut-être un des aspects les plus novateurs du livre, c'est qu'on ne s'en tient pas que, entre guillemets, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du caractère démographiquement massif. On ne s'en tient pas que aux Juifs et aux Morisques, mais on essaye aussi d'incorporer tout un tas d'autres groupes, par exemple les Tziganes, qui sont perpétuellement soupçonnés. Alors, quand c'est pas d'empoisonner les pluies, enfin la rhétorique traditionnelle, eh bien, d'enlever les jeunes filles, etc., etc. Et donc, on fait aussi rentrer dans le prisme de l'analyse des groupes qui, généralement, sont pas très considérés dans les discours sur la Méditerranée. Quand on parle des expulsions ou des mobilités contraintes, on pense souvent aux Juifs et aux Morisques, mais on parle, nous aussi, des Tziganes, on parle des Albanais, on parle des Arméniens, on parle de tout un tas de groupes qui sont moins importants démographiquement, mais qui finalement sont soumis à cette même suspicion, à cette même opprobre. Et on voit des édits, par exemple, des ordonnances du roi de France, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, qui sont absolument terribles sur les Tziganes. Terribles. Où on les accuse des pires atrocités et on ordonne qu'ils soient chassés du royaume à échéance régulière. Et donc, on voit comment est-ce que cette paranoïa, elle contamine en réalité tous ces groupes-là et le traitement politique de ces groupes-là. Et là, effectivement, on est dans un miroir qui est assez troublant
avec la perception qu'on a aujourd'hui de certains groupes mobiles, même pas forcément migrants, mais au moins mobiles. Alors, parmi ces mobilités contraintes, il y a aussi ce qui est lié à la puissance de l'État en marche, et ces mobilités-là en font partie, mais votre livre montre bien, il a aussi met en avant les proportions dans lesquelles ça a lieu, qu'une forme de mobilité contrainte sur les 3 siècles qui nous intéressent sont les mobilités liées à la fuite de gens devant les avancées et les conquêtes. Et notamment, on fuit beaucoup devant les avancées ottomanes. Oui, on fuit beaucoup, et puis on raconte beaucoup aussi qu'on fuit, c'est-à-dire qu'il y a toute une historiographie, oui, même une histoire grecque qui dit oui, mais nous, on était dans l'Empire byzantin et ce sont les Ottomans qui nous ont mis dehors. Alors, il faut toujours reconstruire ça, parce qu'en fait, ce sont des mécanismes qui sont généralement plurifactoriels, donc c'est beaucoup plus complexe que cela. Et donc, on raconte beaucoup qu'on fuit devant l'avancée des armées ennemies, mais on sait qu'effectivement, matériellement, le jeu des changements politiques va créer beaucoup de mobilité en Méditerranée à l'époque moderne. On sait aussi que les conquêtes vont amener un phénomène sur lequel on s'est assez peu penché, mais qui est un phénomène absolument passionnant, qui est le phénomène des colonisations. J'entends des colonisations de peuplement. C'est-à-dire que ces nouveaux territoires, les nouveaux maîtres vont vouloir les façonner à leurs mains. Et donc on va voir se mettre en place des projets d'ingénierie sociale, où on va faire en sorte que tel territoire qu'on vient de conquérir, je vous ai mis ici Chypre, parce que Chypre est un cas assez connu, nous sommes en 1571, Chypre vient de tomber, elle était vénitienne, vient de tomber aux mains des Ottomans, et une des priorités des Ottomans, c'est de remplacer les Chypriotes qui sont partis dans le sillage, qui ont fui dans le sillage des armées vénitiennes, très bien, mais c'est aussi de repeupler Chypre avec des musulmans, dont on estime qu'ils seront forcément plus fidèles au sultan ottoman. Ce en quoi on se trompe des fois partout. Après ça, c'est un autre discours. Et donc, on voit se mettre en place un véritable programme de peuplement avec une politique de déportation de populations qui n'ont jamais vu la mer, jamais vécu sur une île, qui sont des populations rurales du centre de l'Anatolie. Je vous ai listé ici les villages d'où ils viennent. Il faut vraiment s'imaginer que c'est la province la plus rurale du centre de l'Anatolie. Et on va saisir ces familles et les envoyer vivre pour peupler, pour bonifier, comme on disait, c'est-à-dire pour exploiter, pour mettre en valeur l'île de Chypre. Et ces familles, au bout de 2, 3 générations, deviennent pleinement chypriotes. Et aujourd'hui, les familles turques que vous avez à Chypre, notamment à Chypre Nord, sont à 95% des descendantes de ces migrations-là. Et donc, on a finalement aussi une volonté de pouvoir de façonner ces territoires-là à leurs mains, de jouer sur les équilibres, alors en peuplant avec plus ou moins de musulmans, plus ou moins de chrétiens, plus ou moins de juifs, plus ou moins d'arméniens, parce que certains groupes ethniques ou confessionnels tiennent certaines activités. Par exemple, si vous voulez des orfèvres, il faudra plutôt aller voir des juifs. Si vous voulez des tisseurs, il faudra plutôt aller voir des arméniens. Et donc, en fonction du profil de la société qu'on est en train de construire ou de reconstruire, on va faire venir, souvent manu militari, des colonies entières, des familles entières qu'on va installer dans ces endroits-là. Et on a des cas absolument hilarants où, au bout d'un moment, il y a trop d'Arméniens, donc ces gens-là, on les renvoie dans leur village, 3 générations après. Et donc on leur dit, si, vous veniez de là-bas, on a conservé les registres. Et donc on voit des familles arméniennes qui ont traversé la moitié de l'Empire ottoman, et au bout de 2-3 générations, on les renvoie dans leur supposée terre d'origine. Les gars ne savent absolument pas où on les renvoie. Et donc on voit comme ça une forme on appelle ça une ingénierie sociale, mais vraiment un désir du politique de s'emparer, de façonner ces sociétés-là. Et parfois, cette volonté, ce programme d'ingénierie sociale passe au-delà des oppositions religieuses qu'on a vues. Ouais. Vous montrez, il y a plusieurs exemples dans le livre où on veut bien expulser les juifs ou les morisques, mais il y a certains domaines d'activité où il y a certains lieux où on va les garder parce qu'ils sont essentiels. Ouais, ça, c'est les juifs du roi d'Espagne. Quand les Espagnols arrivent à Oran, dans le nord de l'Algérie, ils créent un préside à Oran, c'est-à-dire ils créent une petite enclave espagnole sur la côte maghrébine, et les mêmes Espagnols qui ont expulsé leurs Juifs en 1492 arrivent 20 ans plus tard à Oran et gardent 500 Juifs parce qu'ils en ont besoin, parce que les Juifs font la traduction avec tous les potentats locaux de l'arrière-pays oranais. Et donc on voit très bien comment est-ce qu'effectivement, il y a aussi un pragmatisme au niveau des pouvoirs eux-mêmes, des pouvoirs institués,
qui n'hésitent pas à contrevenir justement aux règlements qu'ils ont eux-mêmes institués quand ça sert leur intérêt. Là, rien de nouveau sous le soleil. Mais on voit aussi ces expériences se multiplier absolument sous tous les tropiques. Donc c'est absolument pas un cynisme qui serait uniquement espagnol. On voit les Vénitiens faire la même chose, on voit les Français faire la même chose, et on voit les Ottomans également agir de même. La raison d'État à l'œuvre. Oui, c'est ça. Et autre type de mobilité sur lesquelles vous développez, et qui donne vraiment une vision neuve, ce sont les mobilités captives. Oui. J'ai beaucoup aimé les pages là-dessus parce que voilà, on a là un exemple concret, voilà, de ce qu'est la captivité. On pense souvent aux galères, à ce genre de choses. Les mobilités captives, c'est quelque chose de plus complexe. Ah oui, c'est quelque chose de très complexe et c'est quelque chose de très économique, en fait. C'est assez intéressant parce que nous sont parvenus des épisodes d'esclavage, de captivité, souvent des récits qui sont des récits sur le pauvre marchand provençal qui a été dans les geôles à Alger pendant 15 ans, qui a subi 1000 morts, etc. Rien ne nous autorise à douter de l'authenticité de ces témoignages. Simplement, toutes ces mobilités captives, elles sont prises dans un système d'échange économique qui véritablement structure toute la Méditerranée. On voit que, alors déjà, l'esclave est une marchandise. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Les marchés aux esclaves, par exemple, alors que ce soit sur la rive sud ou sur la rive nord, Messine, Palerme, Naples, Marseille, regorgent d'esclaves. Donc ce sont véritablement des plaques tournantes où l'homme a un prix. Et donc on achète des esclaves, aussi bien musulmans que chrétiens. Ouais, mais c'est important de le rappeler parce que, évidemment, on y pense pour l'époque antique, mais pour l'époque moderne, tout le monde ne l'a pas forcément en tête, et surtout l'ampleur de ce phénomène. Ah oui, là on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'esclaves, de personnes qui sont conduites en captivité, qui vivent dans un bagne. Alors le terme aujourd'hui, un peu épouvanté, un bagne. Alors à l'époque moderne, au XVIe ou au XVIIe siècle, un bagne à Alger, c'est une structure où, si vous voulez, vous êtes enfermé pendant la nuit. Le jour, vous pouvez vaquer auprès de votre employeur, généralement, mais où vous êtes relégué, vous êtes mis au fer pendant la nuit et on vous surveille. Et ces mobilités captives, elles sont intéressantes elles sont intéressantes pour deux choses. D'abord, elles sont intéressantes parce qu'elles créent ou elles se superposent au réseau économique. Et on voit très bien que les gens qui vont acheter du blé en Afrique du Nord, les marchands provençaux qui vont acheter du blé en Afrique du Nord, quand ils ont l'occasion, ils reviennent aussi avec un esclave. Ils rachètent un esclave. Et on voit très bien que ce sont les mêmes acteurs qui sont en fait impliqués dans tous ces commerces-là. Et on voit très bien que les diplomates, par exemple, qui transitent d'une rive à l'autre de la Méditerranée, sont fréquemment chargés de racheter des esclaves, de revenir avec des esclaves. Le deuxième point, c'est que ça va donner naissance à toute une catégorie d'intermédiaires. J'ai fait allusion tout à l'heure, mais on a des ordres religieux, les mercédaires, les trinitaires, qui vont se spécialiser dans le rachat d'esclaves. Comment est-ce qu'ils s'organisent ? Ils organisent des quêtes, par exemple en Provence ou en Italie, où ils passent dans tous les petits villages. Et je me suis amusé entre guillemets, à aller dans les archives municipales de tous les villages de la Montagne Noire à côté d'Albi, là où je réside, et dans des endroits où on n'a jamais vu, ne serait-ce que le littoral, le dimanche, on donne pour les pauvres qui sont prisonniers dans les fers à Alger. D'accord ? Donc, il y a un pouvoir de drainage, de captation de la générosité des chrétiens, mais la même chose est valable sur la rive sud, évidemment. C'est la même chose est valable aussi parmi la diaspora juive. Donc, de captation de la générosité des fidèles au profit d'opérations qui sont des opérations de rachat. Donc, une fois que les mercédaires ou les trinitaires ont amassé une somme d'argent suffisante, ils se présentent au bagne d'Alger, de Tunis, de Tripoli, de Salé au Maroc, que sais-je encore, et ils demandent à racheter telle ou telle personne. Sauf que le prix de telle ou telle personne est différent en fonction de la valeur de telle ou telle personne. Évidemment, un homme dans la force de l'âge va valoir beaucoup plus cher qu'un vieillard Kakoshim. Évidemment, les femmes n'ont pas le même prix que les hommes. Évidemment, toute blessure, tout marquage sur le corps va faire perdre de la valeur aux esclaves. Et donc, on a aussi dans cette économie toute une considération portée à la nécessité de maintenir l'intégrité physique des esclaves, parce que c'est comme ça qu'ils valent le plus cher. Et on voit se mettre en place des réseaux économiques absolument tentaculaires entre
l'Europe, alors j'allais dire l'Europe du Sud, mais en réalité l'Europe du Nord participe aussi, puisqu'on a des boîtes de quête qui vont jusqu'à Hambourg et même en Suède, et l'Afrique du Nord. Et de la même manière, on voit des opérations de quête parmi au sein des mosquées, par exemple, qui s'organisent pour qu'on puisse racheter, pour que des intermédiaires musulmans puissent racheter des esclaves musulmans. Donc on voit très bien se mettre en place des intermédiaires qui vont se spécialiser dans le commerce et dans le rachat des captifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, fondamentalement, les captifs deviennent une marchandise. Et ça veut dire aussi que ce drainage économique, il est fondé sur un sentiment d'appartenance commune. Et ça veut dire quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que c'est assez ténu dans nos archives, mais on le voit bien affleurer. Ça veut dire que si vous êtes un Provençal, que vous avez été capturé et que vous êtes emmené dans un bagne à Alger, d'accord ? Eh bien, vous allez jouer la carte du Provençal, puisque c'est la carte qui va vous permettre d'être racheté. Donc vous allez écrire à vos proches, vous allez écrire au curé de votre paroisse d'origine, vous allez écrire, alors si vous avez le bras long, vous écrivez à l'évêque, vous allez mobiliser tout un réseau provençal. Et on voit comment est-ce que, dans des situations qui sont des situations de souffrance, dans un bagne, etc., les gens vont jouer la carte des identités les unes contre les autres. Exactement, et voir la surjouer. C'est-à-dire que selon qu'on vient des Flandres, qu'on vient de Provence, qu'on vient de Gascogne ou qu'on vient de Venise, on n'a pas les mêmes chances d'être racheté, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes réseaux. Et que derrière, il n'y a pas le même dynamisme économique. Et donc, l'intérêt, c'est de surjouer son identité, d'accord, sans montrer qu'on vaut trop cher. Donc, il faut se faire passer pour un peu malade, mais à la fois très, très provençal, okay, pour valoir quelque chose sur le marché des rachats. Et là, on voit, eh bien, évidemment, des dynamiques économiques qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont complètement encastrées au sein d'autres dynamiques économiques qui sont celles du grand commerce méditerranéen, par exemple. Alors, restons sur ces questions économiques, mais en sortant en même temps des mobilités contraintes pour aborder la question des mobilités commerciales, évidemment. La Méditerranée, espace de commerce, c'est un tropisme de nos enseignements dans le secondaire pour ceux ici qui sont professeurs. Et dans l'ouvrage, on voit bien la mise en regard, finalement, de ces pratiques commerciales qui sont pas seulement des pratiques commerciales. Ce sont des pratiques commerciales qui disent aussi beaucoup des rapports de force et des préjugés politiques. Et vous mettez en regard, vous questionnez en regard ce qu'on appelle les capitulations dans l'Empire ottoman et l'équivalent à peu près dans l'Occident, à savoir les privilèges. Et là, on voit bien effectivement que ce sont deux dynamiques, deux façons d'envisager le commerce et la politique qui sont un peu différentes. Oui, tout à fait. Alors, là, on touche à des formes de mobilité libre qui, pour le coup, sont des produits de l'époque moderne, c'est-à-dire de produits de l'époque qui nous intéresse entre la toute fin du XVe et le milieu du XVIIIe siècle. En l'occurrence, l'intensification des liens commerciaux, des liaisons commerciales, des échanges entre rive nord, rive sud, bassin occidental, bassin oriental de la Méditerranée, donne lieu à une codification des relations, dont vous connaissez probablement l'épisode le plus retentissant, qui est cette fameuse paix impie que François Ier va conclure avec Soliman le Magnifique, évidemment, qui passe pour une aberration pour les tenants justement d'une Europe chrétienne qui était bien peu chrétienne en l'occurrence. Et cette codification des relations, elle va aboutir à la conclusion de tout un tas d'accords, notamment des accords commerciaux qui sont évoqués dans des lettres, mais qui sont aussi codifiés dans des traités. Et ces traités, on va les appeler les capitulations, non pas parce que quelqu'un capitule, mais simplement parce que c'est organisé en chapitres, capitula en latin. Et ces chapitres disent quoi ? Eh bien, si un marchand français va commercer dans l'Empire ottoman, alors il aura la protection du sultan. Si un marchand italien va commercer en Égypte, alors il aura la protection du sultan et du pacha d'Égypte. Si, etc. Et si l'inverse se produit aussi, eh bien, le roi de France se fait fort de protéger le ressortissant ottoman, égyptien, ce que vous voulez, qui aurait affaire dans son royaume.
En réalité, cette logique symétrique, si vous voulez, elle cache une réalité un peu particulière qui est que vont se fonder des communautés européennes, françaises, vénitiennes, anglaises, néerlandaises, essentiellement, au XVIe et au XVIIe siècle, dans l'Empire ottoman, alors qu'on a peu de communautés structurées de musulmans en Europe. J'y reviendrai, il y a des exceptions. Mais, si vous voulez, le schéma est celui-ci. C'est-à-dire qu'on voit apparaître une nouvelle mobilité. C'est celle de ces marchands français, provençaux, marseillais pour l'essentiel, mais également vénitiens, anglais, néerlandais, que sais-je encore, napolitains, suédois au XVIIIe siècle, qui vont s'installer dans l'Empire ottoman pour faire des affaires. Et pour faire des affaires, eh bien, ils ont besoin de la protection des autorités locales. Et donc, vous avez ce beau tableau longtemps attribué à Bellini, qu'on commente dans l'ouvrage, qui justement parle de ces relations bilatérales qui se tissent, où vous voyez l'émissaire vénitien, en rouge au milieu du tableau, s'adresser avec au type qui a un turban de forme pour le moins originale, qui est le dignitaire local de Damas. On est quelques années avant que la Syrie ne passe dans l'escarcelle ottomane, donc il s'agit à l'époque d'un dignitaire mamelouk. Et cette codification des relations, elle va permettre des mobilités européennes vers l'Empire ottoman et la création de tout un tas de communautés à la tête desquelles on va retrouver des consuls. Alors ça, je vous ai fait une cartographie que j'ai produite, qui est une cartographie assez sommaire, mais qui met en regard les réseaux consulaires français et vénitiens en Méditerranée orientale au XVIIIe siècle. Et on voit bien comment est-ce que va se structurer cette logique de communauté avec à leur tête un consul qui vit sous la protection, si vous voulez, du sultan. En Europe, en territoire européen, la dynamique est plus liée à une dynamique de privilège, c'est-à-dire l'octroi à des communautés d'un certain nombre de droits qui sont des droits spécifiques. Et quand vous êtes, par exemple, à Lyon, les Florentins n'ont pas les mêmes privilèges que les ressortissants d'autres villes italiennes. Donc on va attribuer des droits différents aux communautés différentes. Là où les capitulations vont tendanciellement avoir comme objectif, finalement, de protéger ces marchands étrangers. En Europe, la dynamique est beaucoup plus de les distinguer et de leur attribuer des droits différenciés. Mais dans les deux cas, ça entraîne des processus de négociation fait, oui. Qui sont réactualisés. Tout à fait. À quelle fréquence ces consuls ou ces diplomates ne vont cesser, justement, puisqu'il faut... théoriquement, les capitulations, il faut les renouveler à chaque mort de sultan. Vous pensez bien que l'affaire est... à la vitesse où les sultans se succèdent, notamment au XVIIe siècle, l'affaire est impensable. Mais on les renouvelle de manière assez régulière, en sachant que tous les droits qu'on a acquis, on peut très bien les perdre si le nouveau sultan est mal luné. Donc on est en permanence dans une logique de négociation de ces droits-là. De la même manière, au niveau local, de ces petits consuls dont certains sont dans des îles où il y a très 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 peu de marchands français. Je pense qu'à Milos, sur l'île de Milos ou sur l'île de Naxos, il doit y avoir 2 marchands français dont un est consul, si vous voulez. Et il n'a même pas le droit d'exercer le commerce parce qu'il est consul et donc les tâches ne sont pas cumulables. Enfin bon, c'est tout un casse-tête juridique. Eh bien, évidemment, le consul à Milos, il est en permanence en train de négocier avec les autorités locales, les autorités ottomanes, mais aussi les autorités communautaires grecques de l'île, justement, le fait qu'il puisse préserver ses droits, qu'il puisse processionner les jours de fête, qu'il puisse, etc. On est toujours en train de négocier des micro-droits, si vous voulez. C'est pas uniquement les capitulations avec le droit de commercer dans l'Empire ottoman, c'est aussi le droit de pouvoir porter une arme dans la rue. C'est le droit de pouvoir porter une certaine couleur dans un empire ottoman où, justement, on sait que le jeu des couleurs est aussi un jeu social très précis. On ne porte pas de vert dans l'empire ottoman si on n'est pas musulman. On ne porte pas non plus de blanc. Le noir est proscrit. Donc ça commence à faire pas beaucoup de couleurs, finalement, qui sont disponibles, etc., etc. Donc on voit comment est-ce que ces dynamiques, elles sont... Et une fois de plus, c'est intéressant de reprendre le niveau micro-local. Elles sont en permanence négociées dans le jeu social des interactions. Alors, ce que vous montrez bien dans le livre aussi, qui est intéressant, je pense notamment aux capitulations qui sont négociées par des nations, notamment européennes, c'est qu'il y a un processus de ruissellement, pour prendre un terme aussi à la mode.
Et notamment, par exemple, les Français essaient d'avoir les capitulations les plus avantageuses possibles pour après en tirer une position d'autorité vis-à-vis des autres puissances européennes qui voudraient commercer dans la zone. Exactement. Exactement, puisque si vous êtes, par exemple, si vous êtes l'ambassadeur de France et que vous négociez pour la France des capitulations qui vous seront toujours octroyées gracieusement par le sultan. Le sultan ne traite jamais d'égal à égal avec aucun prince de son époque. Donc il octroie gracieusement, c'est une grâce qu'il vous fait. Okay. Même avec Henri IV, il est méprisant. J'ai été indigné. Surtout avec Henri IV. Il s'essuie les pieds sur Henri IV dans le traité où il dit le roi Henri IV, et lui, il est l'empereur de tous les empereurs, etc., etc. C'est vraiment c'est saisissant, ces asymétries-là. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes diplomate, vous êtes ambassadeur de France, et que vous négociez eh bien, des capitulations pour la France, l'enjeu, votre objectif, c'est aussi de faire en sorte que les Anglais n'en aient pas. Pourquoi ? Parce que si les Anglais n'ont pas de capitulation, le jour où ils viennent commercer sous votre pavillon. Ils vous payent un droit de passage. Donc en fait, c'est tout bénéfice. Donc il y a une double dynamique. Peut-être que j'aurais dû le préciser tout à l'heure. Mais il y a une dynamique de négociation de ses propres droits. Et il y a aussi une dynamique, évidemment, eh bien, qui vise à prévenir toute possibilité pour les puissances concurrentes, eh bien justement, de faire de l'ombre. Et on voit se mettre en place, et ça c'est le projet d'HDR que j'ai porté enfin à terme, toute une série de micro-négociations à l'échelle du palais de Topkapi, si vous voulez. Donc, dans les couloirs du palais de Topkapi, chaque ambassadeur de chaque puissance différente a des agents qu'il va envoyer auprès de tout un tas de personnages influents, et c'est notamment le rôle des femmes qui apparaît dans ces histoires-là, qui est un rôle très très intéressant, et qui ne se limite pas aux clichés du prince, du sultan luxurieux, etc. Les femmes jouent un rôle politique décisionnel très très important dans la structure politique ottomane. On pourra y revenir tout à l'heure. Mais justement, on entretient tout un tas d'agents qui vont en permanence essayer de pousser les pions, pousser les intérêts de telle ou telle puissance. Et on voit se recomposer des alliances. L'anglais et le français s'allient contre les néerlandais. Le vénitien fait cause commune avec l'anglais contre le français, etc., etc. Donc on voit véritablement cette dynamique à l'œuvre de négociation à toutes les échelles d'analyse. Alors, on aborde depuis une petite demi-heure cette question des flux, et on voit l'importance des flux, la diversité, l'importance, et surtout on se rend compte à quel point une migration n'est jamais simplement un trajet d'un point A à un point B. Ouais. On voit bien la fragmentation des trajets, les allers-retours, etc. Ouais. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui borne quand même ces flux, à savoir les points nodaux. Et ces points nodaux sont notamment les villes. Ouais. Qui se développe. Et vous avez un chapitre, enfin une partie que j'aime beaucoup sur les campagnes et l'alimentation des villes par les campagnes. Vous parlez des sentiers invisibles de migration rurale, qui sont les corollaires de ces dynamiques de migration dont on parle. C'est une expression que j'emprunte à un très très grand livre, qui est le livre de Paul-André Rosenthal sur les sentiers invisibles, où Paul-André Rosenthal explique quelque chose de très simple. Il explique que on a tous l'idée en tête qu'au XIXe siècle, il y aurait eu un exode rural et donc que les campagnes se seraient vidées. Et Rosenthal analyse la dynamique qui a poussé les habitants des campagnes à aller vers les villes, et il montre que c'est tout sauf quelque chose de brusque, que c'est tout sauf quelque chose de univoque, qu'en réalité, les gens n'arrêtent pas de migrer dans un sens et dans l'autre, de revenir vers les campagnes, et que surtout, ce sont des mobilités extrêmement organisées, avec des années et des années, si ce n'est des générations et des générations de pratiques des mobilités. Donc on n'arrive pas en ville avec sa petite étiquette autour du cou en disant « je suis perdu, conduisez-moi au premier hôtel ». On arrive en ville avec des recommandations auprès de cousins, auprès de compatriotes, comme on dit à l'époque, qui vont permettre eh bien, justement, d'accéder à tout un tas de ressources qui sont le logement, qui sont le métier. L'intégration par le métier est quelque chose de formidable à l'époque moderne, notamment, mais qui sont aussi les communautés, les confréries, les communautés religieuses, etc., etc. Et ce discours sur les villes, il était nécessaire tout simplement puisque, le discours sur les campagnes, était nécessaire tout simplement parce que les villes occupent l'essentiel des études sur les mobilités. À l'époque moderne, où on le sait, le fait urbain reste minoritaire. Alors, ultra minoritaire ou minoritaire, en fait, reste minoritaire. Dans toutes les sociétés du pourtour méditerranéen. Il ne devient significatif qu'au XVIIIe siècle,
et encore. Donc, véritablement, l'expérience majoritaire et ultra-majoritaire, c'est une expérience rurale qui entretient avec les villes des liens extrêmement pluriels, extrêmement divers. Et on n'a pas d'exode rural au XVIIIe siècle. Déjà, Rosenthal montrait qu'il y en avait difficilement au XIXe siècle, donc vous imaginez bien qu'au XVIIIe siècle, on n'en a pas. Par contre, on a des mobilités incessantes entre ville et campagne. Et ces mobilités incessantes, elles tissent un réseau extrêmement étroit de relations entre des espaces ruraux et entre les villes et les campagnes. Nous, quand on pense aux mobilités rurales, à l'époque moderne, on pense à la transhumance, on pense aux maçons qui viennent s'employer dans la ville et puis après qui retournent à la morte saison dans leur village, aux instituteurs du Briançonnais, à toute une série de cas comme ça, qui sont des cas qu'on a un petit peu tendance à penser comme autant d'exceptions. C'est la figure du colporteur qui se promène tout seul. C'est absolument massif à l'époque moderne. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Jan Lucassen, par exemple, montre dans son travail que ce qu'il appelle les chaînes migratoires d'Europe du Sud, c'est-à-dire qui vont de la Castille à l'Italie centrale en passant par la Provence, mettent en mouvement des dizaines et des dizaines de milliers de personnes par an. On a plein de travaux, par exemple, sur les mobilités où vous avez des milliers et des milliers d'Auvergnats qui, chaque année, se rendent en Espagne. Ce sont les travaux d'Abel Poitrino, notamment, qui, chaque année, se rendent en Espagne pour s'y employer comme chaudronnier, comme ferronnier, comme muletier, etc., etc. Et puis, qui, à la morte saison, rentrent dans leur village. Et ces mobilités-là, elles structurent, si vous voulez, comme à bas bruit, toute l'histoire des mobilités qu'on raconte. Pourquoi ? Parce que l'histoire des mobilités qu'on raconte, elle vient se superposer à cela. Et elle utilise souvent les mêmes chemins. Ce sont souvent les mêmes itinéraires. Et donc, on voit comment est-ce que, par exemple, les Morisques qui sont expulsés d'Espagne, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils veulent aller, par exemple, en Provence ? Ils vont au pied des Pyrénées et ils demandent à des muletiers pyrénéens quels sont les chemins de passe au sein des Pyrénées. Est-ce qu'on ne pourrait pas les dépanner d'une mule ? Est-ce que tel petit patron de pêche ne pourrait pas leur mettre à leur profit une petite barque pour faire du cabotage ? Et donc, on voit comment est-ce que ces petites mobilités, entre guillemets, qui sont des mobilités rurales souvent invisibles, eh bien, elles sont complètement nécessaires pour penser les plus grandes mobilités, qui sont celles les plus visibles dans nos archives. Et puis, le dernier point, c'est la grande porosité entre espace rural et espace urbain, où on se rend compte que, eh bien, on a un peu l'habitude de penser la ville contre les campagnes. En réalité, non seulement les villes sont des espaces où on pratique l'agriculture et l'élevage à l'intérieur même des murailles, donc il faut quand même se replacer dans des contextes urbains qui sont souvent des contextes mités justement par les activités agraires, mais aussi on a une interpénétration, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'aller chercher les étrangers, par exemple, dans les villes, tout simplement parce qu'il y a un effet d'archives. C'est là que sont produites les archives les plus nombreuses qui nous permettent de prendre des communautés entières. Mais on a bien montré dans beaucoup de travaux désormais qu'en réalité, il y a plein de musulmans, par exemple, en Basse-Provence, dans des villages perdus, où ils s'emploient à énormément de tâches différentes. Il y a plein de juifs qui sont des juifs qui habitent dans des tout petits villages également. Et donc, c'est aussi une invitation à ne pas penser systématiquement la ville contre la campagne, mais de penser les deux. Et de penser les deux au point qu'on sait que beaucoup d'habitants étrangers qui résident en ville, alors soit possèdent une maison de campagne pour les plus fortunés d'entre eux, mais ont également des intérêts. Et donc on voit un cas qui m'a toujours beaucoup plu, c'est en 1660, on fait un recensement des champs à Trévise. Trévise, c'est quand même l'arrière-pays vénitien, à plusieurs dizaines de kilomètres de Venise. Eh bien, il y a un Syrien musulman, qui est reporté comme Syrien musulman, qui possède 22 champs. Si vous ne tombez pas sur ce cadastre-là, vous ne le savez pas. Et vous n'allez pas l'inventer. Mais ça dit aussi quelque chose du fait que ces populations qu'on a l'habitude de voir dans les villes, marquées du sceau, du soupçon, elles vont toujours repartir, leurs intérêts sont ailleurs, elles n'appartiennent pas réellement. Elles sont souvent ancrées en réalité, à travers la possession foncière, la possession d'un bien foncier. Ça peut être un appartement, mais ça peut être aussi des champs. Et donc, c'était une invitation à penser ensemble ces mondes qu'on a l'habitude de penser de manière opposée les uns aux autres. Alors le temps avance, sinon on va terminer sur... Un peu, Ah non, c'est passionnant, au contraire.
Je voudrais qu'on termine en abordant justement, au terme de ces mobilités, de ces cheminements, voilà, la distribution des communautés dans l'espace. Quand on pense distribution des communautés, on se dit c'est facile, on regarde un plan, on regarde les édifices religieux et on se dit autour, c'est les gens qui appartiennent à la communauté. Vous montrez très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, bah c'est plus complexe que ça parce que déjà c'est quelque chose qui se joue dans un feuilletage temporel, c'est-à-dire que l'arrivée en ville va conduire à des formes d'agrégation. Voici un plan d'Alger qui a été reconstruit par une collègue dans un article récent qui montre bien, par exemple, l'arrivée des Andalousiens. Les Andalousiens, ce sont les Morisques. Donc, des gens qui étaient soupçonnés en Europe d'être musulmans, qui sont expulsés d'Espagne et qui arrivent à Alger. À Alger, ils ne vont pas s'installer n'importe où. Du fait des réseaux d'interconnaissance dont je parlais tout à l'heure, ils vont privilégier une installation groupée dans certaines rues, dans certains quartiers. Et donc, on voit se constituer des petits noyaux de ces populations. Mais au bout de 2, de 3 générations, eh bien, ces populations, leurs enfants, leurs petits-enfants, vont se répandre plus loin dans la ville. Et donc, on a un phénomène de dilution qui s'oppose à un phénomène de centralisation. Centralisation, pourquoi ? Parce que les institutions communautaires. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours que tous les Grecs vivent à côté de l'église grecque, que tous les Juifs vivent à 2 pas de la synagogue. Je laisse de côté le discours sur les ghettos, mais les ghettos sont une exception en réalité à l'époque moderne. On s'imagine toujours que les gens vivent à côté de ce qui incarnerait le plus l'identité de leur communauté. En réalité, ce qu'on observe, c'est des phénomènes extrêmement différentiels d'une communauté sur l'autre. Je reprends ici un article de Jean-François Chauvard, qui avait été une lecture absolument formidable, qui m'avait été conseillé en licence à l'époque par un professeur d'histoire urbaine que je porte chèrement dans mon cœur. Et cet article dit quoi ? Selon que vous regardez les Allemands en haut ou les Grecs dans le même espace urbain vénitien à la même période, vous avez 2 phénomènes complètement différents. C'est-à-dire que les Grecs vont vivre tendanciellement plutôt pas trop loin de leur église, l'église grecque orthodoxe, même si on a des pôles, si vous voulez, qui émergent dans d'autres quartiers de la ville. Pour les Allemands, vous avez un bâtiment qui est associé à la nation allemande qui n'a absolument aucune incidence sur la cristallisation résidentielle, c'est-à-dire sur les choix que les gens font dans leur résidence dans la ville. Et donc les Allemands vont habiter littéralement absolument partout dans la ville. Et ça dit quelque chose, eh bien justement, de la manière dont on identifie les étrangers dans la ville. Ça dit quelque chose de la manière dont on les associe à certains espaces. Et par exemple, le fait que si vous allez aujourd'hui à Venise et que vous demandez à un Vénitien, alors il n'en reste plus beaucoup des Vénitiens, faut bien viser, mais si vous demandez à un Vénitien où est le quartier grec, il saura immédiatement de quoi vous parlez. Il n'y a plus un Grec qui habite dans le quartier grec depuis 250 ans. D'accord ? Donc, il y a un phénomène de rémanence urbaine, c'est-à-dire que cette mémoire, elle perdure malgré le fait que les circonstances, les conditions, tout a changé. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis le deuxième phénomène, c'est le fait que ça crée des vulnérabilités. C'est-à-dire que, par exemple, les manifestations de xénophobie populaire vont viser de manière préférentielle des endroits qui sont associés à certaines communautés. Et donc, par exemple, on voit que les manifestations d'antisémitisme populaire, qui sont encore très nombreuses en Europe au XVIIIe siècle, vont viser en priorité les synagogues, qui ne sont pas forcément le centre du quartier juif. Et donc, finalement, on a des effets, si vous voulez, de déphasage entre ce qu'on sait de la réalité d'une habitation et ce qu'on sait de l'imaginaire auquel cette présence a donné lieu, dans une espèce de feuilletage chronologique. Est-ce que tu me donnes une toute petite minute ? C'est bien parce que c'est vous, monsieur Grenet. Je vais vous montrer un bâtiment qui est un bâtiment extraordinaire, puisqu'on j'étais à Venise, donc on reste à Venise. On va se déplacer et se positionner ici. C'est un palais vénitien qui va être transformé au XVIe siècle en Fondaco dei Turchi. Fondaco dei Turchi, ça veut dire l'auberge des Turcs, dans lesquels on va contraindre, mais en réalité jamais parvenir, les marchands turcs, c'est-à-dire en réalité musulmans, à résider. Et avec un ami, on est tombé sur le plan de l'intérieur de ce bâtiment, aux archives de Venise. Et on l'a modélisé. Et on voit quoi ? On voit que déjà, ce bâtiment, dans lequel on a mis les musulmans, est un bâtiment complètement fracturé. En réalité, il y a une aile pour les musulmans qui viennent des Balkans, et de l'autre, les musulmans qui viennent d'Anatolie.
Donc en fait, ce qu'on imagine depuis l'extérieur du bâtiment être une communauté est en réalité dans la pratique un agrégat voilà, de peuples désunis. Les Persans, d'entrée de jeu, ont dit non, nous on ne dormira jamais sous le même toit que les Ottomans. Donc ils se sont fait la malle et ils vont coucher ailleurs en ville. Et puis ça montre une deuxième chose, ça montre que ici, vous avez une pièce qui est la mosquée. Alors même que Venise interdit formellement l'exercice du culte musulman. Donc on revient sur cette logique de pragmatisme, de petite négociation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se passe dans une pièce, dans un bâtiment qui lui-même est ceint de très hauts murs, avec tout un tas d'interdictions, interdiction d'ouvrir des fenêtres qui donneraient sur l'extérieur, interdiction de communiquer depuis l'intérieur de l'enceinte vers l'extérieur, interdiction aux jeunes hommes et aux jeunes femmes non musulmans de pénétrer dans ce bâtiment, etc., etc. Bref, à partir du moment où vous avez créé ce cadre-là, à l'intérieur, il peut bien se passer toutes sortes de choses, y compris la célébration du culte musulman. Or, la personne qui relève ce plan-là, c'est un officier vénitien. Et c'est lui qui écrit Moschea sur le plan. C'est sur l'autre photo, enfin, c'est sur la photo de l'étage supérieur. C'est lui qui écrit Moschea. Donc, au vu et au su de tout le monde, mais à la fois de manière dissimulée. Et là, on a une tension qui nous paraît, avec Guillaume, bien caractériser justement cette question de l'inscription, de l'insertion sociale, et à la fois du rappel permanent de l'extranéité de ces populations-là, qui sont toujours en train de jouer sur ces deux registres. Et une forme d'invisibilisation de certains phénomènes aussi. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est valable pour le ghetto aussi. Merci beaucoup Mathieu Grenet. C'était passionnant. Je vous encourage vraiment à lire le livre, parce qu'on n'a pas abordé la moitié des choses et des chapitres de l'ouvrage. Et tout est écrit vraiment de manière extrêmement claire. Ça ne se lit pas comme un roman, mais comme un très bon livre d'histoire et accessible à tous. Comme un Goncourt. Hein ? Comme un Goncourt. Voilà. C'est ça. Merci encore Mathieu Grenet. Et nous avons le temps pour quelques questions, si la maîtresse de maison, Sonia, me dit que c'est bon. Oui. Donc nous avons le temps pour quelques questions. Monsieur Zeller. Je me suis posé la question en t'écoutant de savoir si il existe des travaux capables de faire le lien entre le paysage urbain, aménagement de façade, enseigne, inscription, que sais-je encore, et la présence de communautés particulières. Il y a des travaux, mais qui sont pour l'instant limités, à ma connaissance, qui sont quand même pour l'instant limités au cas juif. Et il y a eu récemment un ouvrage très intéressant dont j'avais tiré une diapo, qui était celle-ci, c'est la synagogue de Pesaro, en Italie centrale, où on voit où l'accent est mis sur le rapport d'invisibilisation des façades de ces bâtiments-là, en sachant que là, il y a une double. Cette photo, la photo de gauche, elle est à lire dans une double clé de lecture. D'abord, interdiction faite aux Juifs de publiciser le culte à l'extérieur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et du coup, effectivement, l'extérieur tranche avec l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur est magnifique et l'extérieur est extrêmement sobre, façade anonyme, etc., etc. Et à la fois, et pour répondre plus directement à la question de l'aménagement, on voit comment est-ce que les Juifs ont métabolisé cette interdiction et créé deux portes, une pour les hommes, une pour les femmes. C'est-à-dire que la petite porte de gauche, c'est la porte des femmes. C'est-à-dire que même dans une situation de domination, il y a toujours une manière d'ancrer dans le paysage urbain une surdomination. Ça, c'est quelque chose d'assez saisissant. C'est-à-dire qu'on s'imagine ces groupes dans une relation finalement assez univoque, dominant-dominé, majoritaire, minoritaire. Et en fait, plus on touche du doigt la réalité sociale de ces groupes-là, plus on se rend compte qu'à l'intérieur même des communautés, on a des formes de manifestation, d'insistance sur la différence des privilèges, sur la différence des droits, sur la différence des sexes, etc. etc. Et donc, pour répondre plus directement à la question, on a des travaux qui, depuis quelques années, notamment Eleni Porfiriou pour le côté italien, travaillent justement sur comment est-ce que ça se voit dans l'espace urbain, ces formes d'asymétrie
à l'intérieur même des communautés qu'on a longtemps pensées de manière monolithique, en parlant de les Juifs, les Grecs, les Arméniens, les Tziganes, etc. etc. Bon, c'est une demi-réponse, mais voilà. Autre question? Les esclaves sont des esclaves européens, c'est pas lié à l'esclavage. Non, alors c'est une excellente question. Alors, les esclaves en Afrique du Nord, ce sont des esclaves européens, mais vous avez aussi des esclaves d'Afrique noire qui sont captés par les routes du commerce transsaharien, qui sont également dans les bagnes d'Afrique du Nord. Donc en Afrique du Nord, vous avez les deux populations. En Europe du Sud, vous avez des captifs musulmans et vous avez aussi une vieille permanence de l'esclavage africain et même de l'esclavage de caucasien, si vous voulez. Donc en fait, on a des esclaves qui viennent de plusieurs origines et qui se mélangent dans ces espaces-là. En sachant qu'il ne s'agit pas d'esclaves qui sont concernés par la traite atlantique. Là, ce sont des réseaux différents. Par contre, ça nous a amené justement à réviser un peu à la hausse l'estimation des esclaves africains en Méditerranée, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. On s'imagine souvent que les esclaves sont amenés sur la côte de Guinée et, ma foi, voilà, ils sont embarqués dans les bateaux, dans les conditions qu'on croit, enfin qu'on sait. En réalité, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a toute une partie de cet esclavage qui est dirigée vers la Méditerranée, où l'Empire ottoman, par exemple, est gros consommateur d'esclaves noirs, les eunuques noirs, on a toute une littérature là-dessus, mais également, on a tout un esclavage domestique noir, par exemple, en Provence, en Italie. Giovanni Ricci, par exemple, a écrit sur le commerce des esclaves de divertissement, donc ce qu'on appelait les négrillons, que vous entretenez à votre cour quand vous êtes le duc d'Este, le duc de Ferrare. Et donc, on voit sous cet esclavage-là, qui est un esclavage méditerranéen des chrétiens en Afrique du Nord et des musulmans en Europe du Sud, eh bien, on voit toute une couche d'esclavage à laquelle qu'on ne s'attendait pas à trouver dans des volumes aussi importants, qui est justement lié à ces vieilles routes de l'esclavage, aussi bien caucasien que d'Afrique subsaharienne. Oui, mais dans ce que vous définissez comme esclaves, dans la réponse que vous venez de faire, ce sont des peuples noirs. Ce ne sont pas des esclaves européens qui auraient été raptés au cours d'une bataille. Enfin, ça, c'est toujours l'ambiguïté, c'est que nos textes vont parler souvent d'esclavage de manière univoque, pour qualifier un peu tout le monde. En réalité, l'historiographie, depuis plusieurs années, insiste sur la différence entre l'esclave et le captif, puisque le captif, il a vocation à être racheté. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'il est en réalité assez rare que les Européens, par exemple, qui sont dans les bagnes à Alger, à Tunis, à Tripoli ou à Salé, le soient leur vie durant, avec les perspectives qui seraient celles d'un Africain. Donc, effectivement, ici, on a deux catégories qui sont deux catégories différentes. Par contre, dans la littérature, dans les sources qu'on trouve, c'est très souvent le discours sur l'esclavage qui ressortit, et donc il faut absolument qu'on arrive à faire la part des choses. Et des fois, ce sont des cas un petit peu difficiles, notamment sur toutes les populations métisses, dont on connaît assez mal le statut en réalité. On a le temps pour une dernière question. Je vous en prie. Les esclaves européens, oui. Ils sont dans les bagnes. Oui. Ils sont pourquoi? Ils y sont, alors, pour certains, parce qu'ils ont été pris comme en guerre, des batailles en mer, et souvent par des razzias. Et ça, c'est un phénomène très important. C'est la pratique de la razzia par des équipages corsaires qui vont mettre à sac des villages entiers. Alors les Pouilles, par exemple, ont été très frappés par ce phénomène, mais c'est également la Corse, quand vous pensez aux tours côtières en Corse, qui ont vocation à prévenir des incursions depuis la mer à des dizaines de kilomètres. C'est notamment pour se prévenir contre ce phénomène des razzias qui va permettre de mettre à sac des villages entiers et de les emporter dans les bagnes. Et au XVIIe siècle, avec l'évolution des techniques de navigation, mais aussi avec l'ouverture de l'espace atlantique, on voit ces razzias se poursuivre jusqu'en Irlande et jusqu'en Islande. Et on a des pauvres Islandais qui vont finir dans les bagnes à Tunis. Tout simplement parce qu'il y a une troupe de corsaires tunisiens qui sont arrivés dans leur village, qui ont rasé tout le monde sur la plage et qui les ont emmenés. Et donc là, pour le coup, pour se faire racheter quand on est islandais, c'est une autre paire de manches. Parce que, il faut avoir un sacré réseau.
Bien, bah merci beaucoup. On va s'en Merci arrêter à là. vous. Merci beaucoup, Mathieu Grenet. Merci à vous. Très gentil à vous. Et nous nous retrouverons donc au mois de décembre. On restera sur la période moderne. Allez savoir pourquoi. Pour recevoir Jérémy Foa qui viendra nous parler de